c'est l'heure de votre journal sur la première. Yarana, je suis heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité. Les auto-écoles se disent victimes d'une concurrence déloyale. Les formations au permis de conduire dispensées par le CFPA et financées par le pays font baisser leur chiffre d'affaires. Opération de contrôle géante des douanes à l'aéroport, au centre postal et sur les routes. Dans le viseur des agents, les stupéfiants toujours. Le Tabini Huir Attira change de stratégie et se tourne vers les autorités judiciaires en adoptant une résolution. Elle appelle l'État à ouvrir le dialogue de décolonisation. L'opposition à l'Assemblée de la Polynésie appelle le gouvernement à organiser une consultation populaire. On en parle avec Tepuaror Itei, élu du groupe Tapura Huir Attira à l'Assemblée. Un deuil national va être décrété après le passage dévastateur du cyclone Chido. Le bilan, toujours provisoire, fait état de 21 victimes. Les premières évacuations sanitaires de patients en situation urgente sont effectuées. Les auto-écoles vont debout contre le souhait du CFPA de former 400 stagiaires au permis de conduire dès 2025. C'est une crainte pour l'avenir, s'alarme une enseignante de la conduite automobile. Marouya Lachaud, comme ses confrères, s'inquiète de perdre son emploi. L'inquiétude est-elle légitime? Élément de réponse avec Mérénie Gomblin et Mirko Vanfou. L'inquiétude se lit sur le visage de Marouya Lachaud. Enseignante de conduite depuis 8 ans, elle remarque qu'il y a de moins en moins d'élèves en auto-école. Cette chute de fréquentation a commencé en 2021, lorsqu'une formation gratuite au permis s'est ouverte au CFPA. C'est une crainte pour le futur, de se dire, voilà, déjà une baisse de travail. Et du coup, je ne sais pas si par la suite, ça peut engendrer du coup une perte de travail. Donc du coup... Oui, je m'interroge quand même sur le futur au niveau des auto-écoles. Le centre de formation pour adultes vient donc empiéter sur l'activité des auto-écoles. Et le pays veut passer de 100 à 400 bénéficiaires en 2025 aux frais du contribuable. Ils nous prennent une grosse partie de la clientèle parce que leur dispositif a été revu à la hausse. Donc, et qu'ils ont surtout des moyens, puisque c'est le public qui paye, que nous n'avons pas, puisque nous devons rationaliser les coûts. Dans un courrier adressé au pays, le syndicat de l'association des auto-écoles dénonce une concurrence déloyale, mais aussi un gaspillage des fonds publics. 850 000 francs dépensés pour un apprenti conducteur au CFPA, contre seulement 250 000 en auto-école, un surcoût important défendu par le gouvernement et le CFPA. La mobilité également est un élément important de l'insertion. Et donc là, on soutient complètement cette initiative prise par l'ancien gouvernement. Il s'agit aujourd'hui d'optimiser ce dispositif, de quelle manière on peut avoir le maximum de stagiaires au vu des sommes déployées pour cette cellule. Le public que l'on récupère, que l'on a au CFPA, ce sont bien souvent des stagiaires qui sont loin de l'emploi, qui ont décroché il y a très longtemps et qui font principalement partie des quartiers prioritaires. Temeyo en est l'exemple. Parmi les 7 membres de sa famille, son père est le seul à avoir son permis faute de moyens. Grâce au CFPA, elle obtiendra peut-être le précieux sésame. Sachez qu'en parallèle, le dispositif d'aide au permis de conduire a bénéficié à plus de 1300 demandeurs depuis 2020. Plus de 50 millions de francs pacifiques ont été alloués pour un taux de réussite de 15%. La première saisie de 500 grammes de méthamphétamine bleue il y a une semaine justifie l'intensification des contrôles. Les douanes s'activent aussi dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, contrôle routier des colis postaux ou encore des passagers à l'aéroport. Rien n'échappe aux agents. Au centre de tri, par exemple, ce sont 20 000 paquets qui sont inspectés. Nicolas Suire et Marcel Bonneau vous emmènent en immersion. Regardez. Un chien sur le tapis postal pour détecter les produits illicites cachés dans les colis. C'est de plus en plus fréquent au centre de tri car les douanes ont décidé de renforcer les contrôles. On y est en moyenne 2 fois par semaine. Mais les jours où on n'y est pas, on a quand même nos collègues qui y sont quotidiennement. Vous pouvez, là du coup, auparavant vous étiez à combien de passages ? Une fois par semaine. En période de fête, le flux de marchandises double et du même coup les infractions. Mais les stupéfiants ne sont pas tout en haut de la liste des priorités douanières. On cherche d'abord les produits qui doivent être mis en taxation, puisqu'on est quand même une administration fiscale. Donc tout ce qui est alcool, tabac, tout ça, c'est mis en taxation. La moitié des expéditeurs ne déclarent pas l'alcool contenu dans leur colis. C'est le cas de celui-ci. Il ne sera pas saisi, seulement taxé.
Ensuite, les douaniers recherchent les contrefaçons. 5000 ont été saisis l'an passé. Le non-respect des procédures phytosanitaires et la traçabilité est un problème quotidien pour la nourriture ou les graines envoyées. 2 découvertes de stupéfiants sont réalisées chaque semaine. Enfin, les perles sont saisies ainsi que les médicaments sans ordonnance. La nouveauté douanière depuis le mois d'avril, c'est la reprise des contrôles routiers. Une 60aine a été réalisée en 2024 avec régulièrement des infractions pour détention de produits stupéfiants. Énormément de saisies, on va dire des petites saisies de stupéfiants, que sont de l'herbe de cannabis, le paca, que sont l'ice, la méthamphétamine, mais on peut retrouver toutes les marchandises prohibées à la circulation. Plus de contrôles pour tenter d'endiguer la circulation de drogue en Polynésie française. Près de 8,5 kg d'ice ont été saisis cette année, 200 kg de pacalolo et 4000 timbres de LSD. Dans l'actualité aussi ce soir, cette alerte à la dengue, l'épidémie ne faiblit pas. 53 personnes ont été touchées par la maladie. Le bureau de veille sanitaire met en garde les habitants des îles du Vent notamment, mais aussi ceux des Tuamotu et des Marquises, où 7 malades sont recensés à Rangiroa et 1 à Uapau. La semaine dernière, en marge du budget, l'Assemblée a adopté une résolution appelant l'État à ouvrir le dialogue de la décolonisation sous l'égide de l'ONU et habilitant Anthony Géros à déposer des recours contre la France si besoin. Les autonomistes et une élue du Tavini ont voté contre. Aujourd'hui, ils dénoncent l'absence de consultation de la population. Les explications de Lucille Guichet et Hubert Yao. Une résolution votée à la majorité des représentants Tavini pour appeler l'État à ouvrir le dialogue sur la décolonisation. Une résolution revient en fait à un vœu pieux. L'État n'a aucune obligation de la suivre pour parler autodétermination. Si on commence à remettre en cause des droits par référendum, j'ai peur que demain, ce soit la remise en cause du droit de penser, du droit de la presse, du droit à l'avortement, comme le proposent certains conservateurs à l'échelle nationale ou dans d'autres pays. Avec cette résolution, le Tavini change en fait de stratégie. Fini la 4e commission de l'ONU qui stagne depuis 10 ans, place au contentieux. Car si l'État n'ouvre pas le dialogue, Anthony Géros pourra potentiellement l'attaquer au tribunal administratif. Et une fois les recours nationaux épuisés, un recours pourra être déposé auprès du Comité des droits de l'homme, organe qui s'assure du respect d'un pacte international, comme le droit à l'autodétermination. Le président du Tavini, absent physiquement au moment du vote, soutient cette résolution. La France, excusez-moi encore une fois, a des responsabilités à assumer et qu'elle ne les assume pas. La seule représentante Tavini à avoir voté contre, c'est Hina Moeura Morgan. Pour elle, le Parti Bleu Ciel ne respecte pas ses promesses de campagne de 2023. Respecter le peuple en le consultant sur les grandes questions. Que le parti Tavini Huiratira aille de sa propre poche à New York, il y en a certains qui vont en Azerbaïdjan, c'est une chose, mais là, habiliter le président de l'Assemblée à aller parler au nom de toute la Polynésie, là non, pour moi c'est un sujet assez, on va dire, sensible et à la fois assez important pour qu'on consulte la population. Sur la question de la consultation, le président de l'Assemblée est clair. Si vous demandez une consultation populaire, ça veut dire que vous avez échoué. Parce que justement, la population nous fait confiance pour prendre les décisions à leur place. Dans une conférence de presse commune aujourd'hui, les autonomistes fustigent cette résolution et regrettent que tous leurs amendements aient été rejetés. On a participé à une campagne électorale dans laquelle le Tavini lui-même a indiqué que cette élection, ce n'était pas l'élection pour l'autonomie ou l'indépendance. Et on constate finalement que le sujet est remis sur la table par le président de l'Assemblée. Et nous disons que sur un sujet aussi important, on ne peut pas faire l'économie d'une consultation populaire. L'article 53 de la Constitution française prévoit que nulle cession ou adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Pour entamer un processus de décolonisation, seul l'État est compétent pour organiser ou non un référendum d'autodétermination et choisir les questions. Cette résolution ne vaut pas référendum. Reste à savoir si elle résonnera jusqu'aux oreilles de l'État. Et on en parle plus longuement avec notre invité Te Puaro Iterite Yorana.
Yorana Ayata et Yorana à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Sur la résolution d'abord, le Tapura estime que le Tavini n'est pas légitime pour demander à l'État d'ouvrir le dialogue de la décolonisation. Pourtant aujourd'hui c'est bien le Tavini qui est au pouvoir. Oui, tout à fait, nous le reconnaissons. Nous ne sommes pas à nier que le Tavini Huiraatira a bien gagné les élections. Mais si on remet les bons chiffres, c'est-à-dire qu'on reste sur ce clivage autonomiste-indépendantiste, en 2023, lorsqu'ils ont été élus, ils n'ont fait que 58 000 voix. Alors que l'ensemble des autonomistes, parce que là, ce n'est pas que le Tapura Huiraatira qui remet en cause, Ahirea Purinitia nous a soutenus également, nous totalisons 75 000 voix. Donc, majoritairement, on le voit bien, les Polynésiens restent autonomistes. Et ce qui a fait que le Tavini a gagné à l'époque, c'est bien parce que nous étions divisés et qu'il y a eu un vote sanction à l'encontre du Tapura Huiraatira. Donc aujourd'hui, venir dire qu'ils sont légitimes sur ce sujet, c'est là-dessus que nous ne sommes pas d'accord. Et c'est pour ça que nous demandons, à travers la proposition de modification que nous avons faite, d'aller demander à la population s'il y a vraiment un sujet à présenter, c'est-à-dire commencer un processus de décolonisation. Mais là, ça reviendrait à demander à la population d'avoir le choix sur son droit à l'autodétermination. Alors non, ce n'est pas un référendum que nous avons demandé. C'est pour ça que j'insiste sur les mots. Nous avons voulu une consultation pour demander à la population, est-ce que pour vous, il y a un sujet ? Est-ce que, à votre avis, il faut commencer un processus de décolonisation ? Est-ce que, pour vous, c'est important aujourd'hui, c'est le sujet crucial à traiter en priorité ? C'était ça la question qu'on voulait qu'on pose à la population, de savoir est-ce qu'il faut commencer des discussions ou pas. Et on a dit au Tavini, mais faites confiance à la population. Vous l'avez dit vous-même dans votre programme, il faut consulter la population sur des grands sujets. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont peur de consulter la population parce qu'ils savent très bien quel est le résultat qui va en sortir. Et c'est même le président Oscar Temaru qui l'a dit lui-même. Ils savent très bien que leur majorité à l'Assemblée est relative puisqu'ils savent très bien que c'est nous qui avons la majorité. Quand je dis nous, je parle des autonomistes. Alors, on l'a entendu aussi, la résolution du Tavini est un vœu pieux. À terme, c'est bien l'État qui décidera. Vous, en tant qu'autonomiste, vous ne faites plus confiance à la France ? Alors, c'est un vœu pieux, c'est vrai. Et d'ailleurs, on voit bien la stratégie. Vous l'avez souligné dans votre reportage. Ils ont commencé à aller à l'ONU. Ils se sont bien rendus compte que ce n'est pas l'ONU qui va régler les questions de décolonisation et l'avenir de notre pays, qu'il fallait revenir sur le plan national, comme ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Nous faisons totalement confiance à l'État. Mais au-delà même de l'État, moi, je veux faire confiance à notre population. Et je reviendrai toujours là-dessus. Au Tapura Huiraatira, on estime que c'est la population qui doit dire si oui ou non il doit y avoir des discussions à ce sujet. Et nous restons convaincus qu'aujourd'hui, ce n'est pas la priorité des Polynésiens. Aujourd'hui, le Tavini Huiraatira en fait une priorité absolue. Alors que pendant les campagnes électorales, on assurait tout le monde que non, ce n'est pas le sujet prioritaire. Il y a d'autres sujets. On voit même que le président du pays n'est pas du tout en accord avec ce qui a été décidé dans notre Assemblée. D'ailleurs, il n'était même pas présent lors des débats, alors sous prétexte des illuminations de la présidence, mais je veux croire que l'avenir de notre pays est plus important que cet événement-là. On voit bien qu'il y a une dissonance entre l'Assemblée et l'exécutif. Aujourd'hui, en tout cas, le référendum, en tout cas, la consultation populaire n'aura pas lieu. Est-ce que vous comptez vous arrêter là ou vous allez aller beaucoup plus loin Alors non, on va observer. Alors déjà, les résolutions qui ont été prises doivent être transférées au commissaire qui doit en assurer la légalité. Le président du gouvernement l'a dit lui-même en commission, et c'est dommage qu'il ne soit pas venu en séance le redire. Il reconnaît lui-même qu'il y a de l'irrégularité, de l'illégalité dans ces résolutions-là. Et je pense qu'il est même convaincu lui-même que ça va être retoqué par le tribunal. Nous resterons vigilants. Anthony Géros aussi l'a confié. Mais oui, il s'agit de forcer la main à Moïse Broderson. Et en tout cas, nous jouerons notre rôle de vigilance parce que nous représentons 75 000 électeurs à minima qui sont pour l'autonomie. Et pour nos électeurs et pour toutes ces personnes qui sont pour l'autonomie et contre l'indépendance, eh bien, nous resterons toujours vigilants sur ce sujet. Et les autonomistes qui ont toujours revendiqué pour que le débat sur la décolonisation, justement, se fasse en Polynésie, est-ce que vous serez prêts à dialoguer avec le Tavini pour... C'est ce que nous avons dit pendant la séance. On n'est pas contre, mais à partir du moment où on a l'accord des Polynésiens. Si les Polynésiens nous disent « allez-y, il y a un sujet, il faut commencer à parler de la décolonisation, c'est important pour nous, on veut que ce processus commence », eh bien à ce moment-là, oui, on se mettra tous autour de la table avec la France. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce n'est pas la position qu'adopteraient les Polynésiens. Et puis, pour en être sûr, on veut qu'on leur pose la question. Sauf qu'en face, on a un Tavini Huiraatira qui refuse parce qu'ils connaissent le résultat. Alors, sur le budget de la Polynésie de 2025, maintenant, il est en augmentation, passant de 164 milliards à 170, dont 44 milliards en dépenses d'investissement. Les autonomistes le jugent, je cite, injuste, inefficace et inquiétant pour l'avenir. Pourquoi inquiétant ? Alors inquiétant parce qu'il n'y a pas de vision.
C'est toujours pareil, on voit bien lorsqu'on regarde ce budget, alors c'est vrai que c'est très technique, mais on espère des projections à long terme. Or, comme c'est le cas depuis 2 ans et demi, on ne voit pas de cap, on ne voit pas de vision. Alors on voit des effets d'annonce, on l'a entendu encore aujourd'hui, chaque retraité va recevoir 26 000 francs, c'est bien. Et d'ailleurs, je salue cette décision. Il faut savoir saluer des décisions quand elles sont bonnes et quand elles profitent aux Polynésiens. Mais lorsqu'on regarde au niveau, justement, de notre budget, c'est beaucoup de saupoudrage. Vous savez, quand vous parlez de 44 milliards d'investissements, c'est ce qu'on appelle des autorisations de programme. Ça veut dire quoi? Là aussi, ce sont des vœux pieux. Donc, ils ne se c'est des vœux à l'univers. Pas. Donc, on ne sait pas s'ils vont se réaliser ou pas. Ils peuvent être enlevés à tout moment, sauf que pour l'affichage, c'est bien. Tout ce que moi, je remarque, c'est qu'effectivement, avec la nouvelle fiscalité sur le sucre, à minima, il y aura une hausse de 11%, voire plus, sur les produits sucrés. Donc, effectivement, même si l'intention est bonne, parce qu'on veut lutter contre la consommation excessive de sucre et du sel et d'huile, sauf qu'à un moment donné, cet argent va tomber dans les caisses du pays, dans le budget général, et ne va même pas être fléché pour la prévention. Et c'est là que ça nous dérange. Donc, il y a plein de petites incohérences dans ce budget, mais qui nous montrent bien qu'il y a des décisions d'opportunité et non pas de vision à long terme. Merci beaucoup, Tepuarori, merci d'avoir été notre invité ce soir. C'est le département le plus pauvre et le plus démuni de France. Depuis samedi, c'est aussi le plus dévasté. À Mayotte, on continue de rechercher ses proches disparus et les secouristes peinent à atteindre les quartiers les plus ravagés. Le reportage de France 2. À bout de bras, ces Mahorais transportent une femme blessée. Elle est dans un état très critique. 2 jours après le passage du cyclone, le bidonville de Kaweni est toujours en train de compter ses morts. Combien de personnes sont-elles piégées sous ces ruines, sous ces amas de tôle qui, projetés par les rafales, ont déjà fait plusieurs victimes? Samedi, cet homme a vu son cousin mourir devant lui. Il avait le ventre ouvert. Un morceau de tôle l'avait transpercé. Moi, j'étais impuissant, j'essayais d'arrêter le sang. Je ne pouvais pas appeler les secours car il n'y avait pas de réseau. Des secours difficiles à joindre aujourd'hui encore. Cet homme vient de tomber du toit en réparant sa maison. Il est blessé. Posez-le à terre. Mais l'aide tarde à arriver. Qu'est-ce qu'on fait? N'écoutez pas, je vous ai dit, les secours arrivent. Dans combien de temps? Donc il faudra patienter que les secours arrivent. Il n'y a pas que vous. D'accord, très bien. Ses proches décident de le transporter eux-mêmes à l'hôpital. Dis-lui qu'on est arrivé. On vient d'arriver à l'hôpital. L'hôpital principal où les blessés affluent. À Mamoudzou, d'autres habitants n'ont aucune séquelle physique, mais la violence du cyclone les a durablement bouleversés. Cette femme vit dans sa maison depuis 27 ans. S'est réfugiée ici qu'elle a vu passer le cyclone. C'était très dur. Parce qu'en fait, on était dans la cuisine et on voyait que là, ça se soulevait quand il y avait des grosses bourrasques. Moi, je suis traumatisée à vie. Il faudra du temps pour mesurer l'ampleur réelle des désastres de Chido. Et Emmanuel Macron se rendra à Mayotte dans les prochains jours. Le président de la République compte également décréter un deuil national, une première depuis 2020, et la mort de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Par ailleurs, sachez que France 2 diffusera en direct une grande soirée de soutien et de solidarité en réponse à la situation d'urgence touchant l'archipel. Elle sera à suivre demain matin à partir de 9h50, puis demain soir à 19h25 sur la première. La Toamoa 6e du nom se déroule en ce moment même et jusqu'au 21 décembre à Huahine. Plus de 1500 participants des îles du Vent vont s'affronter dans différentes disciplines sportives comme le futsal, le football à 8, la pétanque, la course à pied ou encore le patiafa en passant par le concours de Carbas. Le président du comité organisateur nous dit quelques mots. C'était hier à l'issue de la cérémonie d'ouverture. C'est la 13e édition, Toamoa Huahine. Et donc pour cette année, encore une fois, Toamoa bat son plein avec une forte participation encore de toutes les îles de la Polynésie. Et une particularité des Tuamotu, nous avons la présence de Hao et une petite délégation aussi des Australes. Et sans oublier Tahiti qui vient en masse, et, comme tous les ans avec Raroma Tahiti.
Et les îles Marquises vivent au rythme des 6e Jeux de l'archipel. 8 ans qu'ils ne s'étaient pas tenus. Plus de 700 Marquisiens sont réunis à Nukuhiva pour disputer les épreuves sportives, du volleyball, du football, de la pétanque, du basket ou encore du tennis de table, mais aussi des sports traditionnels. Au-delà de la compétition qui est organisée sur 4 jours, il s'agit pour le pays et la CODIM de dynamiser et de promouvoir l'activité sportive pour tous. Voici une réaction recueillie par notre correspondante Marie Curva. En tant que président des Jeux, j'espère vraiment que ces 6e Jeux des Marquises vont pouvoir redynamiser notre archipel, nos disciplines, nos responsables et tous les acteurs qui œuvrent depuis des années dans le monde du sport. J'espère sincèrement que certaines disciplines vont se réveiller, vont pouvoir retrouver avec ferveur une grande dynamique. Et bien sûr, pour pouvoir représenter nos îles aux prochains Jeux de Polynésie qui ont relié à Tahiti en 2026. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Les auto-écoles dénoncent la concurrence déloyale des organismes de formation. C'est l'information principale de ce lundi. Elles s'inquiètent de se voir privées de leur gagne-pain car le CFPA envisage de former 400 stagiaires en 2025 alors qu'un dialogue a été entamé entre les parties. Le pays l'assure, leurs entreprises ne seront pas menacées. À la une de Tahiti Info, nous vous en parlions dans ce journal. Au Tripostal, la douane veille. À suivre sur votre antenne, la série Tropique criminel, suivie d'un téléfilm policier français. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte sur ces vœux d'habitants de Papara. Très belle nuit et à demain. Je souhaite à tout le monde joyeux Noël et bonne année. Faire attention. Joyeux Noël et un bon jour de l'an pour toutes les familles de toute la Polynésie française et que tout le monde soit heureux de cette année qui vient, 2025, et bonne fête à tous. Que l'amour règne dans le foyer et partout où on va. C'est vrai, difficilement en ce Noël, mais comme on dit, l'amour règne et c'est ça qui est important dans la famille. Et quoi de plus aussi. Et faites un joyeux Noël et la chaleur du Seigneur reste dans notre foyer. Et aussi un bon jour de l'an qui va bientôt arriver aussi. Tout ça, merci beaucoup. Bisous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.